Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer au creux de votre bras, vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Toubakela. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous un Congolais de la diaspora, il a échangé. Ce soir, nous allons encore auprès d'un compatriote, ces jeunes qui veulent avancer, aller de l'avant. Vous avez suivi notre spot sur les gestes barrières. Respectons les gestes barrières parce qu'il y a l'existence de la COVID-19. Ce soir, nous allons à Riga, une ville de la Lettonie, rencontrer un jeune architecte dénommé Joël Kime Mukena Mukalai, que je m'en vais saluer. Joël, nous vous saluons. Bonjour. Bonjour. Joël, est-ce que tu peux te présenter à tous nos téléspectateurs? Qui est Joël et quel est son parcours, de manière brève? En fait, brièvement, parler de moi-même en quelques mots, c'est que, comme vous l'avez exactement mentionné, je suis congolais, natif congolais, de l'Ikassi, jadis Jadoville, et né en 95, en 95, donc à l'Ikassi. Et j'ai pratiquement passé mon enfance dans la ville jusqu'à mes 17 ans. Et j'ai fait mes études au collège Tazamir pendant mes 12 ans, école primaire et secondaire. Et après cela, je me suis déplacé vers l'Ukraine où j'ai fait mon bachelier qui a pris 4 ans plus une année de langue, la langue russe, ce qui a fait en tout 5 ans que j'ai passé en Ukraine, à Kiev, la capitale. Et après cela, voulant faire plus, voulant se rassurer à ce que la connaissance soit parfaitement acquise, j'ai décidé de pouvoir faire mon master dans le même domaine d'architecture, plus dans le design. Et c'est là que je suis en train de faire ici en Lettonie depuis 1 année et demie. Et donc, c'est cette année que je finis en principe. Donc, en bref, c'est un peu cela mon petit parcours. Toutes nos salutations au Katanga, toutes nos salutations à toutes nos sœurs et frères à l'Ikassi. Nous sommes là avec un digne fils du pays, Joël Kime Mukena Mukalai, qui est architecte actuellement. Joël, tu es parmi nous. De quoi veux-tu nous parler ce soir dans votre magazine Genre et Volontariat? Ouais, ce soir, je t'aidais juste à parler sur un projet qui me tient tant à cœur. En fait, pas seulement moi, je sais que ça sera mes mots qui seront dits, mais je sais que la grande partie de mes compatriotes congolais partagent la même passion du transport au pays. Et le transport qui est pratiquement le moyen des réunions de toute la nation. Et particulièrement, je suis des parents cheminots. Donc, mon père et ma mère, Jean Mukalai et Louis Mukalai, ont pratiquement passé toute leur vie à travailler pour la SNCC. Et alors, pour mes études, je voulais vraiment faire quelque chose qui me tenait à cœur, qui répondait aussi bien aux réalités présentes qui se vivent au Congo et qui apportait au moins un apport à ce qui pouvait être une solution à ces problèmes. Donc, j'ai prévu vous parler d'un projet que j'ai réalisé qui porte sur le chemin de fer, de la reconstruction de la gare de l'Ikassi.
En fait, en termes historiques, pour la petite historique, la gare de Likasi a été créée, a été pratiquement construite dès la création de la ville. La ville a été créée dans les années 17 et principalement à cause de l'exploitation minière, avec les usines de la Gécamine au niveau de Kambové et qui devaient passer par Likasi. Et ainsi, c'était principalement par la voie ferrée, et c'est ainsi que la gare était nécessaire. Donc, c'est ainsi que j'ai essayé de pouvoir un peu aller un peu plus loin pour essayer de pouvoir moderniser ce bâtiment et parler un peu de cette question qui est capitale et importante pour le pays en général. Voilà, très chers téléspectateurs, un projet intéressant. Vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous démontrons que la jeunesse congolaise est capable de pouvoir changer les choses. Nous avons reçu ici, dans Genre et Volontariat, un jeune Andy Bemba, le fils de Mbemba Salona. Il nous a montré sa vision. Il y avait cette espèce de dilemme entre les vieux et les jeunes, que les vieux ne voulaient pas laisser la place aux jeunes. Nous avons encore reçu sur ce plateau Cédric, qui est en Ukraine. Il a démontré comment les jeunes aussi pouvaient participer dans le changement du pays, le développement positif. Et là, nous avons Joël qui vient avec son projet, cette initiative de la reconstruction de la gare de Likasi, gare qui a été créée en 1917 pour l'exploitation minière. Et là, il propose son projet de modernisation. Mais tu es jeune, mais ta jeunesse ne te sert pas de barrière ou de freinage pour proposer le bien-être. Toi qui es natif de Likasi, ta ville chère, ta ville qui t'a vu naître, grandir, où tu as tes bons souvenirs. Pourquoi seulement ce projet te porte à cœur? Je crois que c'est le fait que je sois jeune qui me rend aussi passionné que ça. Dans le fait que je sais que c'est en cette période où le cerveau est encore frais et que nous sommes encore bien capables de pouvoir donner le mieux de nous, que l'on peut produire le mieux qui puisse venir de nous. Et en fait, pour le choix de Likasi, c'est quelque chose qui est aussi bien personnel qu'un peu communautaire, dans le sens où j'ai passé toute ma vie là-bas. Likasi a pratiquement été tout ce que j'ai connu pendant une grande partie de ma vie. Bien que j'ai visité quelques villes du pays, mais Likasi est resté ce point central pour ma vie. Et pour toute l'histoire que j'ai écrite dans la ville, il fallait que je fasse quelque chose qui soit symbolique pour la ville, qui puisse représenter un peu le fait que nous n'oublions jamais où nous venons. Et je crois que c'est pratiquement une leçon qui sert pratiquement quand on voit les grands hommes, ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Et nous les petits aussi, on peut toujours ne pas oublier d'où nous venons et essayer de toujours laisser notre marque aussi. C'est parfait. Nous saluons tous les parents de Likasi, tous ceux qui ont travaillé à la NCNCC, comme les parents de Joël, nous les saluons. Joël, maintenant, allez-y, présentez-nous votre projet. Ensemble avec tes spectateurs qui vous suivent partout dans le monde, en Russie, en France, à Amsterdam, à Likasi, à Kambové, à Chikolombo et partout en RDC. Ouais. Alors, pour faire la présentation du travail, je vais juste commencer d'abord par donner une petite historique, en fait, une fois de plus, rafraîchir la mémoire, et puis je vais le faire en partageant un peu le travail lui-même, en le montrant et en l'expliquant sur quoi il consiste. Mais bien sûr, pas trop en détail pour ne pas utiliser des termes qui pourraient peut-être pas être inspirants. Mais comme je le disais, c'est une ville qui a été créée par le fait que les chemins de fer d'Ouest devaient passer par là. Donc c'était plus pour des exploitations minières. Mais comme toute ville, elle a commencé à grandir. Elle a commencé à pratiquement avoir des populations qui devaient vivre dans cette ville. C'est ainsi que la toute première gare a été créée tout au centre-ville. Et ce bâtiment existe encore jusqu'à présent au niveau du rond-point de la ville. Et ce n'est que dans les années 60 que l'on l'a redéplacé parce que le nombre de la population grandissait et un besoin aussi d'un déplacement d'humains était important et de marchandises et tout. C'est ainsi qu'il a été agrandi. Et pendant ce temps, la ville avait 78 000 habitants dans les années 60. Et aujourd'hui, la ville a pratiquement plus de 700 000 habitants. Vous comprenez que ça a grandi de plus de 8 fois. C'est une ville qui a grandement évolué en termes de densité. Et
normalement, dans les normes internationales, et je suis sûr qu'au pays aussi c'est la même chose, une gare n'a d'existence que pour 20 ans. Après 20 ans, il faut l'actualiser, soit l'agrandir, soit démolir et construire une autre. Parce que on tient compte du fait que les gens augmentent dans la ville. Et dans la démographie, le besoin démographique de l'utilisation de la gare. Tout à fait, tout à fait. Prenons compte de cela. C'est dans les années 80 que la gare devait être. Et cela, je ne parle pas seulement de la gare d'Ikassi, c'est une question générale. À part de toutes les gares du Congo. Et donc, j'aimerais aussi préciser aux téléspectateurs que ce n'est pas juste l'Ikassi et la gare d'Ikassi. Non, c'est quelque chose qui doit être vu aussi parce que ça représente pour tout le pays. C'est une question qui est présente pour toutes les villes. Et ce qui veut dire qu'il y avait une nécessité au fait de pouvoir actualiser les choses, de pouvoir moderniser ce qui existe déjà. Et la modernisation de la gare d'Ikassi, que je vais présenter d'ici peu, ne porte pas seulement sur la gare. Vous comprenez avec moi qu'une gare, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui peut être bien fait, qui peut être joli, attractif par la vue et tout, et qui peut pratiquement être l'emblème de la ville. Tout à fait. Mais si elle n'est pas utilisée, il y a un terme architectural qui est en fait, on appelle des bâtiments comme ça des éléphants blancs. C'est-à-dire, il est là, il a coûté cher, il est très beau. Mais il ne sert à rien. Oui. On ne l'utilise pas. Ce qui fait que ça nous ramène pratiquement à la question centrale. Les rails du Congo. Les rails qui doivent être réhabilités et le chemin de fer en général. Vous savez, j'ai vécu plus de 7 ans à l'extérieur et j'ai compris à comment le chemin de fer, c'est pratiquement un élément crucial pour un développement moderne dans tous les domaines, surtout économiques. Parce qu'il coûte moins que les autres. En général, il prend tout le monde, les riches et les pauvres, parce que les prix diffèrent. Il prend tout le monde, donc les marchandises peuvent aller en tonnes, ce sont des grandes quantités qui peuvent être prises. Et la troisième chose, il y a une grande sécurité pour ce qui est des déplacements ferroviaires. On dénombre moins d'accidents avec les chemins, avec les trains qu'avec les véhicules ou même les avions, ou même les bateaux. Tout à fait. Donc, c'est sécurisant et c'est moins cher, disons, ça englobe tout le monde et ça prend beaucoup de marchandises. Et on parle du Congo, un pays que Dieu a béni avec tout ce que l'on peut trouver en termes de faune, de flore, un pays qui peut produire aussi bien au nord, au sud, à l'est qu'à l'ouest, dans lequel, quand le nord produit, le sud est dans la période sèche. Quand le sud produit, le nord peut être fourni par le sud. Ce qui fait que si le Congo pouvait être réuni par le chemin de fer, on aurait mangé des poissons frais qui viennent de l'est peut-être en un jour ou en quelques heures. Tout à fait. Et donc, c'est pratiquement... Exactement, il n'y aurait plus de pénurie. On n'aurait plus à pouvoir être toujours obligé à importer des produits qui viennent de l'extérieur. On peut produire nous-mêmes. On n'aura pas de produits qui vont courir parce qu'on les déplace. Il y a une grande consommation qui est en attente. Donc, c'est tout ça qui m'a pratiquement amené à ce travail. Donc, le travail n'est pas juste sur le bâtiment, mais le travail est sur la réalité du territoire entier. Donc, la vie même de ceux qui sont à l'Ikassi, la vie même, l'organisation de vie, parce que vous êtes, en tant qu'architecte, vous organisez l'espace vie. C'est ça, tout à fait. C'est bien ça que nous faisons. Et même quand vous regardez le concept initial de chaque ville au Congo, c'était exactement les architectes qui ont fait les plans urbains de chaque ville, c'était pour organiser la vie sociale. Tout à fait. C'est ça que l'on fait. Et c'est ça aussi que vous verrez dans le projet qui sera présenté d'ici. Oui, pour ne pas passer plus de temps là-dessus, je peux commencer à parler du projet lui-même. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est un projet qui s'élargit sur un grand territoire. Voilà. S'il faut prendre en termes de périmètre, c'est pratiquement 39 180 mètres carrés. Donc, vous comprenez qu'on parle d'un grand territoire. C'est vraiment un grand territoire. C'est vraiment un grand territoire, oui. Exactement. Et qui prend... vous pouvez voir que ça prend la ville de deux côtés. Il y a le côté est et un côté ouest. Tout à fait. Et la raison, c'est que le bâtiment existant, il est de ce côté, du côté est. Et le côté est, c'était le côté central de la ville. C'était là que l'on trouvait les bâtiments administratifs, c'est là qu'on trouvait les grandes écoles, c'est là qu'on trouvait le grand marché, c'est là qu'on trouvait les habitations de la classe bourgeoise. Donc tout se passait à l'est. Et l'ouest, c'était moins habité. C'était là qu'on trouvait les travailleurs souvent qui rentraient le soir à la maison. Tout à fait. Alors, avec le temps, la ville a grandi de telle manière à ce qu'il y a eu... en fait, ça s'est renversé dans le sens où c'est l'est
qui est moins peuplé que l'Ouest aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai décidé de pouvoir avoir un concept d'un bâtiment qui jouait les deux rôles, qui jouait pratiquement des deux côtés. Donc, il y a un corpus de deux côtés, du côté Est et Ouest, qui a pratiquement la même fonctionnalité et qui donne l'accès à pratiquement un nombre aussi équivalent, bien que l'Est est environ 400 et l'Ouest 300. Néanmoins, c'est assez bien élaboré. Et pour ceux qui connaissent l'ICASI, ils savent que le centre-ville n'est pas loin de là. Donc, la communication entre le chemin de la gare de l'ICASI et le centre-ville où se trouve l'arrêt de bus, aussi bien Intercity que dans la ville elle-même, c'est à 10 minutes et moins par véhicule. Ce qui fait que une personne qui sort par exemple de Kisangani, parce que je rêve de voir de train aller de l'ICASI à Kisangani, qui sort de Kisangani, qui doit aller à Lubumbashi, il descend à l'ICASI, à 5 minutes, 10 minutes, il est dans le bus qui l'amène à Lubumbashi, et avec une route bien faite, il est dans 1h30 et moins déjà à Lubumbashi. Tout à fait. C'est des choses qui peuvent se faire très rapidement. Et pour ce qui est du bâtiment lui-même, n'est pas aller trop en détail, comme je l'ai dit. C'est un bâtiment, comme je l'ai dit, qui est divisé de deux côtés. Le chemin de fer divise pratiquement la ville en deux. Tout à fait. Divise aussi le bâtiment en deux, en termes de fonctionnalité. Donc, vous avez l'entrée. Je vais juste essayer d'être plus détaillé sur le côté est, parce que, comme je l'ai dit, les fonctions sont pratiquement les mêmes. Je n'ai pas à reprendre la même chose pour l'Ouest aussi. Vous avez les passagers qui viennent d'arriver. Ils arrivent, ils entrent par les deux portes. Oui. Ils ont une vue sur un écran qui leur indique pratiquement des informations sur tout ce qui doit se passer pour ce qui est des voyages qui doivent se faire. Parce que tout au-dessus, il y a un atrium qui laisse pratiquement la lumière entrer. Donc, il est confortable. Ils se sentent toujours à l'extérieur, bien qu'il est à l'intérieur, avec des conditions plus confortables. Et là, il peut voir quand est-ce que son train pourra être là, et il peut aller au guichet pour payer son billet. Il va au guichet, il paye le billet, et après cela, il peut soit aller dans la salle d'attente déjà, qui est prévue. Il y a quelques chaises qui sont là, et en principe, il est prévu dans le grand corridor qui est juste au-dessus, ou encore il peut aller déposer ses produits ou encore ses valises et tout dans ces zones de stockage qui sont juste à côté. Ils sont à côté exactement pour donner l'accès direct au train. Et alors, il paye ses billets, il va choisir le moyen de communication qui lui est plus confortable. Un jeune comme moi, je prendrai l'escalier. Il y a quelques marches, je suis déjà au niveau de la salle d'attente. Ou encore, un monsieur qui a pris de l'âge ou une dame, nos grands-parents vont prendre l'ascenseur, il y a 2 ascenseurs, pour se rassurer à ce qu'il n'y ait pas une grande liste d'attente. Ou encore, s'il se trouve être mieux confortable avec des escalateurs, il y a 2 escalateurs qui montent et qui descendent. Donc, 3 moyens de communication qui sont très confortables pour tout le monde. Parce que je me suis rassuré à ce que ça puisse inclure tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Vieux, jeune, handicap, tout le monde sera là. Je veux vous montrer un système qui a été inclus là, qui est très performant en termes de comment les handicaps aussi peuvent facilement utiliser cette gare. Alors, vous avez les toilettes qui sont là, donc on peut toujours se soulager étant arrivé, ou encore se préparer à sortir. Et puis vous avez tous ces bureaux qui sont un peu plus administratifs avec les pièces de police pour l'organisation et tous les autres, et qui servent directement à quand le train arrive, des choses qu'il faut changer dans les trains et qu'il faut sauvegarder dans le bâtiment. Donc, le monsieur, il arrive, il paye son billet, il monte dans la salle d'attente. Là, on se trouve au second étage. Tout à fait. Et au second étage, vous avez ce grand hall qui sert de salle d'attente. Et comme vous le remarquez, il se trouve au-dessus des rails. Ce qui fait que tous les passagers ont une vue directe sur les trains qui viennent, qui partent. Et tu peux facilement voir. Il sait que mon train est sur la voie 3. La voie 3 est à ce niveau-là. Il va s'asseoir là. Il va attendre. Il y a des écrans juste là. Et là, qui lui montrent ce qui se passe. Et quels trains sont arrivés et quels trains partent. Et bien sûr, il y a aussi des informations qui sont données dans le bâtiment même. Et donc, le voyageur va attendre et verra le train qui arrive à, je ne sais pas, à 13h, il est 12h35,
il va vers, prenons un exemple d'une ville, il va par exemple, prenons à Mbujimayi. Tout à fait. Donc, il attend son train arrive vers 12h50, il sait que son train est là, et nous prenons le cas le plus délicat, le voyageur est un handicap, il est sur une chaise roulante. Il faut qu'il aille vers le bas pour prendre son train. Mais la question, c'est comment est-ce qu'il ira? Comment? C'est là la grande question. Exactement. Et Dieu merci, il y a une solution à cela. Il y a un chercheur, Jesus Sanchez, et c'est un chercheur de l'université Universitat Politécnica de Catalunya, en Espagne, qui a fait une étude qui permet à ce que les escalateurs puissent être servis aussi bien par des gens qui sont normaux comme nous, et des gens qui ont une difficulté physique, des gens qui sont handicapés. Alors, le concept est en quoi? Vous voyez les escalateurs, ils vont continuellement en allant, montant et descendant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des escalateurs qui sont conçus de telle manière à ce que la personne, avant de descendre, elle est handicapée, elle doit appuyer un bouton. Le bouton va arrêter l'escalateur, va prendre 3 marches de l'escalateur, les réunir en une marche, et qui donne l'espace parfait pour que la chaise roulante puisse s'établir. Et ensuite, il clique sur le bouton, après s'être installé, et l'escalateur ira avec les 3 marches comme une marche. Et qui rassure une descente ou une montée parfaite pour le monsieur qui utilisera cet escalateur. Et exactement, tenant compte du fait qu'il y a d'autres qui marchent normalement, qui voudraient être plus rapides, qui sont là en attente, on a prévu dans le concept, au fait, j'ai voulu à ce que ce soit plus rapide, alors j'ai mis les escalateurs de 2 côtés. Tout à fait. Il y a de ce côté-là l'handicap qui descend, et de ce côté, les autres peuvent suivre normalement, comme ils le voudraient. Et ce qui fait que, en termes de comment les passagers voyagent, c'est garanti à ce que tout le monde soit assez bien servi, et tout le monde sera assez bien servi suivant ce qui a été pris en compte. Et après, bien sûr que nous sommes, je prends des cas extrêmes, je viens pratiquement de l'Ouest. Je suis passé par les Cassis pour des besoins de business que j'avais à les Cassis, et puis je vais au centre. Je n'ai pas de famille à les Cassis. Je dois manger. Alors, pour cela, on a prévu des restaurants et des cafétérias qui se trouvent de ce côté-là, donc il peut entrer, prendre un petit repas, ou encore aller dans les cafétérias aussi, pouvoir manger quelque chose, et peut toujours se soulager avec les pièces qui sont toujours là. Et après cela, il va, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit détail, c'est que en termes de toilettes, il y a aussi des toilettes d'handicap. Donc tout a été pris en compte pour nos compatriotes handicap, tout est parfaitement fait là-dedans. Et donc la personne finit de pouvoir manger, se reposer, le train est déjà là, il fait 12h50, le train est indiqué être là. Sur la plateforme, la personne est appelée à descendre. La personne prend l'ascenseur, elle descend. Et ensuite, pour ne pas disons, le 3e plan, il n'est pas trop important parce qu'il porte sur tout ce qui est administratif. Vous savez, il y a des bureaux qui doivent contrôler l'entrée, qui doivent contrôler les documents et les archives, qui doivent imprimer les billets et tout. Et je me suis rassuré à ce que tout ce qui est administration ne soit pas en intersection avec les passagers. Ils n'ont rien à voir avec eux. Tout le monde qui travaille dans l'administration sont mis au 3e étage. Donc, ils sont séparés des passagers. Et de là, ils peuvent pratiquement faire leurs travaux comme tels sans être dérangés et partir le soir sans être dérangés une fois de plus. Et tenant compte des cas extrêmes, s'il y a feu, que Dieu nous en préserve, je me suis rassuré à ce qu'il y ait aussi des moyens de fuite. Pour cela, il y a de 2 côtés des escaliers, d'échappatoires en quelque sorte. Quand il y a feu, tout le monde pourra se rendre vers ces escaliers et avoir un accès direct à l'extérieur. Donc ça rassure à ce que tout le monde soit sécurisé, même dans des cas extrêmes. Alors, je crois que pour ce qui est de la vue, ça pourrait être fait rapidement. Comme vous pouvez le voir,
Le bâtiment lui-même, je me suis rassuré à ce qu'il y ait assez beau de luminosité. bâtiment, hein, quand on voit la perspective des seins. C'est un bâtiment. Oui. Exactement. C'est ça la force de la jeunesse. Ouais, c'est exactement cela. Et c'est un bâtiment qui répond pratiquement à ce qui est moderne aujourd'hui et à ce qui est technologique aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de pouvoir amener tout ce qui pouvait être actuellement découvert ou dans des recherches pour que le bâtiment réponde à tout ce dont nous avons besoin pour qu'il soit plus sécuritaire et plus serviable. Alors, comme je l'ai dit, la luminosité est très importante pour moi. J'ai laissé à ce que les gens puissent avoir une luminosité aussi en grande quantité que possible. Tout à fait. Pourquoi il y a une grande fenêtre tout au-dessus et tout en avant. Et au-dessus, il y a l'atrium dont je vous ai parlé. C'est un grand atrium. Et ensuite, vous avez ces panneaux. Ces panneaux, ces lignes que vous voyez là, ce sont des panneaux. Des panneaux qui servent à se rassurer à ce que ceux qui sont à l'intérieur ne soient pas victimes de rayons solaires comme chez nous. C'est un climat tropical, sec, bien sûr, mais au moins il fait chaud. Et le soleil a des rayons qui intensifient cette chaleur. Alors, les panneaux servent aussi bien à protéger le bâtiment contre ces rayons, parce qu'il se rassure à ce que les rayons n'entrent pas dans le bâtiment, mais que le bâtiment soit dans l'ombre, et aussi bien pour la protection de ceux qui sont à l'extérieur, qui voudraient peut-être se cacher dans ces panneaux, parce que ce sont des panneaux qui sont situés à 3 mètres du bâtiment. Tout à fait. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Et aussi, beauté. Donc, ça apporte, ça habille le bâtiment. Donc, ça joue un rôle aussi bien de design en termes de beauté et aussi bien de fonction. Tout à fait. Et en fait, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, il y a des rampes qui permettent l'entrée facile à tous ceux qui peuvent être handicapés. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, pour pouvoir s'assurer à ce que tout le monde soit servi. C'est pour ça qu'il y a des détails qui doivent être présentés comme ils sont. Et là, vous avez la vue, là, vous aviez la vue frontale et là, une vue de l'autre côté qui représente à quoi ressemble le bâtiment. Une fois de plus, vous avez ces panneaux et vous pouvez voir l'ombre de comment ces panneaux tombent sur les fenêtres, parce que là, vous avez les fenêtres du bâtiment qui sont là. Et vous voyez que même juste sur le dessin en 2D, c'est très joli. C'est joli de voir comment l'ombre peut aussi apporter une vue très intéressante sur le bâtiment. Et ensuite, quand vous êtes sur les plateformes, vous avez une personne qui prend l'ascenseur, qui descend, il est sur la plateforme, il y a une montre qui lui indique quelle heure il fait, et les tableaux indiquant les trains qui viennent et qui partent. Tout à fait. Et vous avez aussi ces panneaux dont je vous parlais, qui sont au devant et qui sont à 3 mètres pratiquement du bâtiment. Tout à fait. Les gens peuvent aussi y entrer pour aussi être à l'abri de la pluie, par exemple, ou encore de tout ce qui peut être... Dans ton projet, là, quand on voit ta maquette, ton dessin, tout est prévu. Tout est prévu. En fait, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, m'a pris beaucoup de recherche, et je voulais me rassurer à ce que je produise un produit qui est prêt à être utilisé s'il le faut. Et c'est bien mon désir qu'il soit utilisé. Ça sera utilisé. Que je me rassurer à ce que... Compte sur nous, ça sera utilisé. Ouais, c'est vraiment mon désir. Nous devons soutenir la jeunesse, aller de l'avant. C'est maintenant. Tous ne doivent pas aller en politique. Donc, vous pouvez aller dans le social, dans l'économie, dans l'architecture. Vous pouvez aller dans tous les domaines. C'est le Congo qui gagne toujours. Que ce soit les Congolais de la diaspora ou à l'intérieur du pays, tous, nous avons le même objectif. C'est ça. Et nous servons le même Congo, qui est notre mère patrie. Voilà. Donc, c'est ça. S'il est réalisé, c'est vraiment... Et je crois qu'il est... Chers téléspectateurs, vous avez un projet. Vous voulez démontrer qu'est-ce que vous voulez faire pour le Congo. Vous avez vos émissions, contactez-moi et je vais vous le présenter comme je suis en train de le faire pour Joël Kime Mukalai. Il est en Lettonie, dans la ville de Raga, c'est ça? Oui. Et là, il présente son projet. Donc, il n'est ni député, ni politicien, ni ministre. Mais c'est un jeune qui démontre qu'il n'y a pas que des vieux qui peuvent proposer quelque chose de mieux pour le Congo. Même le jeune, ça ne dépend pas de l'âge. Si tu veux briller, tu brilles. Si tu as un diamant, tu resteras un diamant, peu importe ton âge. Allez-y, mon frère. Exactement. Ça. Et donc, là c'est un peu des dessins plus techniques qui montrent la structure, au fait, qui est prévue dedans.
bon, je n'entrerai pas dans les détails là-dessus. Allez-y. Et qui montre un peu à quoi ça ressemble au-dedans. Donc, vous avez la personne qui entre, qui va prendre l'escalateur, qui monte au-dessus et qui est au niveau du hall où elle attend que le train arrive. Et puis, le train est arrivé, elle descend par l'escalateur au niveau des plateformes, elle prend son train et elle s'en va. Encore l'autre qui arrive, qui prend l'escalateur, qui monte et qui descend pour sortir. Et de l'extérieur, il y a déjà des bus qui attendent. Et voilà la vue en 3D. C'est à ça que ça ressemble. Hein? La vue en 3D, c'est vraiment beau. C'est comme si elle existait déjà pris en photo. Exactement, en fait, c'est l'avantage de la technologie qu'on a utilisée. C'est une technologie qui est assez avancée pour un peu montrer tout ce que ça pouvait représenter en termes de dessin. Et voilà une vue en vue d'oiseau qui montre à quoi ça ressemble, au fait, s'il faudra la voir comme si on a pris un avion et qu'on est au-dessus. Et ça montre vue clairement panoramique, vraiment. Une vue panoramique, exactement, qui montre clairement que les gens, ils arrivent. S'il faut, par exemple, prendre donc, il arrive avec son bus, la station est juste quelque part là, il arrive, il va au niveau de l'entrée, il entre dans le bâtiment. Très cher téléspectateur, ça c'est le nouveau Likasi selon Joël, un projet à soutenir. Exactement. Donc, vous avez aussi le parking qui peut prendre des véhicules, une grande quantité de véhicules. Et donc, ils entrent et ils ont pratiquement à faire tout ce qu'ils ont à faire à l'intérieur, recevoir ceux qui viennent d'arriver ou encore amener ceux qui voyagent. Et voilà une vue qui montre où se trouve la station de bus, le bus qui est là, qui attend déjà. Et vous avez une description un peu plus détaillée de ce à quoi ça ressemble. Allez-y, oui. À l'entrée. Et aussi le parking qui est de l'autre côté. Et une vue un peu plus rapprochée pour montrer un peu à quoi le bâtiment lui-même il ressemble. Et là, vous pouvez voir les panneaux dont je vous parlais et quelques activités qui se passent là. Et ces deux points de sortie en cas d'incendie et tout. Et des grilles qui aussi protègent ceux qui sont de l'autre côté. Et voilà un peu la vue même un peu plus détaillée et plus proche de ce à quoi ressemblent ces plateformes que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir que le train aussi, c'est un train que je rêve de voir, un train un peu plus modernisé. Donc, nous pouvons aussi créer des trains. Très chers téléspectateurs, Joël Kime Mukana Kalai n'a pas 30 ans. Il n'a pas 30 ans, il a à peu près 25 ans. Il a étudié à Likasi, dans l'ex-province du Katanga. Il est allé continuer ses études en Ukraine, il a appris le russe et aujourd'hui il est en Lettonie. Et voici ce qu'il propose comme projet. La jeunesse, elle inspire. La jeunesse va de l'avant. Vous êtes en train de voir, nous sommes à Kinshasa, à Kin 24 Télévision, dans votre programme Genre et Volontariat. Et Joël Kime Mukana Mukalai est en Lettonie, à Raga. Mais malgré qu'il est parti, il pense au Congo, à sa mère patrie. Si tu as un diamant, tu le seras toujours. Avance, mon ami. C'est exactement cela. Et donc, là, vous avez les types de plateformes qui ont été conçues. Et je les ai conçues, comme vous pouvez voir, avec une structure assez intéressante en termes de à quoi ressemble ce qui servira d'abri en termes d'intempéries et tout, qui sont aussi prévus avec des vitres qui laissent pratiquement la luminosité entrer là-dedans aussi. Et des panneaux, des tableaux qui laissent savoir quel train sera là, à quelle heure. Et vous pouvez voir que j'ai essayé d'improviser en mettant un train qui vient de Lubumbashi, tout à fait, qui arrive, et avec à quelle heure il arrive, il est déjà là, bon, certes en anglais. Et donc, c'est à ça que ressemblent les plateformes. Ensuite, vous avez une vue qui vous donne un peu la réalité aussi bien moderne qu'actuelle. Tout à fait. Si vous regardez la partie en arrière, c'est la partie de Likasi aujourd'hui. Likasi est encore cette ville où, en période sèche, comme en ce moment, il y a trop de vent, trop de poussière, et c'est ça, en fait, la vue que vous avez en arrière, au background. Et tout en avant, vous avez Likasi de demain, Likasi que je rêve de voir, et le Congo que je rêve de voir.
un Congo qui ne s'arrête pas à ce qu'il est aujourd'hui, mais qui voit le lendemain. Et le lendemain se prépare aujourd'hui, comme on avait dit. Joël, ça a été la réalité pour tous les pays. Oui. Joël, nous arrivons déjà à la courbure. Il nous reste à peu près 9 minutes. Est-ce que tu peux nous résumer ton projet en Swahili pour que tous ceux qui nous suivent à Kambo, à Rwashi, au Maniema, à Kinshasa, partout de la diaspora qui parle aussi le Swahili, résumer ton projet pour que nous comprenions que nous en face d'un fils congolais du terroir de l'Ikasi. Kama niko sema Mswahili sema. Ouais, mamo aina mingi. Ile mimi natokea kuonesha ni gari ya Likasi. L'idée derrière hii gare ni moderniser le pays parce que le pays qu'on a de reconstruire et il faudrait pratiquement bannir tout ça. Aussi bien Balé de Congo que Balé Barifunda à l'extérieur. Balé, il est capable de faire. Et il est mis à toquer à Kouonesha, c'est pratiquement parcours, il y a ma étude Yango. J'ai fait 7 ans en architecture et il projet, il y a mon aîné en termes de temps, il est ndio niamunene sana ile matokeo kusema inapporté plus que technologie et tout qu'on a utilisé Léo ici ou encore j'espère qu'au pays aussi bientôt tout à quoi capable de faire cela et donc aina paka njo jina yangu ikuye que ce soit connu naturellement mina pendaka kufuchama mishipendake kudijurisha mais quand même il a courage à être devant vous aujourd'hui c'est pour vous dire que Congo il a besoin d'un Congolais pour reconstruire le Congo en grande partie et c'est ça en fait l'idée derrière il est minatoke à Kufanya pour ce projet et donc rien tout pour que on parle de moi mais j'aurais même préféré que l'on parle plus. Il y a qu'on parle plus du projet, qu'on parle plus des chemins de fer au pays, qu'on parle plus de cette société qu'on a besoin. Il y a aide, Léo. Et qu'on ne garde pas mon nom, ça a une référence. Humilité. Qu'on parle de. Exactement. C'est pratiquement. Il y a Mingi. Donc, Voilà, très chers téléspectateurs, nous prenons déjà la dernière ligne droite de cette émission. La jeunesse. Quelle est la place de la jeunesse dans le développement de la RDC? Quel est l'impact de cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse est écoutée? Voici Joël Kime Mukana Mukalai, qui est en Lettonie, qui pense à son pays. Il est architecte aujourd'hui. Il ne va pas loin, il prend la ville de Likasi, sa ville natale, où il a fait ses études, il est allé à l'école primaire, secondaire, bien sûr, il a fait la maternelle. Il a obtenu son diplôme d'État. Et après, les parents ont fait leur effort, eux qui sont de la NCC, pour envoyer leur fils à l'étranger aller étudier. Il a à peu près 7 ans à l'étranger, il vit à Lettonie, il est architecte, et il pense à sa ville natale. Lui qui n'a à peu près que 25 ans. Pourquoi pas le soutenir? Et là, il nous a fait comprendre une maquette pour moderniser. Et à l'introduction, il a expliqué une gare a une période de vie de 20 ans. Quand les 20 ans sont dépassés, il faut soit moderniser ou bien détruire, créer un autre. Nous atterrissons déjà dans cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Comment on peut t'aider? Comment les autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, les députés, les sénateurs, on va à Likasi, on voit les gouverneurs, on voit les députés provinciaux, on voit les hommes d'affaires ici en RDC et à l'étranger. Comment te soutenir? Comment t'accompagner? Comment matérialiser cela? Je crois que, comme vous pouvez le comprendre, me soutenir signifie déjà beaucoup. Vous comprenez qu'un soutien sans quelque chose de pratique qui suit, c'est un soutien qui reste en l'air. Vague, ce qui fait que
ce qui importe le plus pour moi, c'est que l'on puisse ramener pratiquement, que l'on puisse essayer de revenir sur ce que les Belges ont laissé en cours. Réunir le Congo par les chemins de fer. Parce que jusqu'à présent, au nord du Congo, il n'y a pas de chemin de fer parce que les réalités géographiques n'ont pas permis à ce que les Belges le fassent. Mais nous sommes là. Nous sommes nés au Congo, nous sommes Congolais. Nous identifions notre terre, nous aimons notre terre. Nous pouvons le faire. Donc, il y a le potentiel qui existe. Réunissons le Congo par les chemins de fer. Reconstruisons nos gares, comme la gare que je viens de montrer. Donc, si on peut amener sur table, une fois de plus, la question des chemins de fer au Congo, la question ferroviaire au Congo, et essayer de pouvoir l'actualiser, la moderniser, je crois que c'est le plus grand soutien qui pouvait m'être apporté, et c'est le plus grand rêve qui serait réalisé pour moi. C'est pratiquement un rêve qui serait réalité pour moi. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je vais te poser des questions. Hein? Par exemple, quel est ton plat préféré, le plat que tu aimais manger à Likasi? J'aimais bien quand maman faisait le riz et les haricots. Je crois que c'est un plat qui est général, mais j'aimais beaucoup ce plat. C'était un plat qui m'était particulier. Ça, c'est bien. Et comment tu repenses des moments quand tu travailles, la solitude te prend? Comment tu penses à Likasi? Comment tu penses à la RDC? Quels sont les souvenirs qui te reviennent? Les souvenirs qui peuvent venir de mon pays, c'est bien sûr plus l'enfance. Avec des amis avec qui j'ai grandi, mais aussi bien, s'il y a quelque chose qui m'a jamais quitté, c'est quand je pense à notre feu président Mouzé, quand il était parti. En fait, j'étais tout petit, comme vous pouvez le comprendre, mais au moins, étant petit, je pouvais comprendre que lui avait le désir de voir que le Congo reprenait le sens du cuivre vert. Il parle de l'agriculture, qui réunit pratiquement la raison de tout ça. Donc, ce sont des idées qui, certes, ont fait des années, mais qui sont encore frais en moi et qui me ramènent toujours à mon pays et qui gardent mon pays comme un élément important de ce que je suis aujourd'hui. Une question m'est tarot dans l'esprit, ainsi que tous les téléspectateurs. Est-ce que ce projet, tu le portes seul ou bien il y a d'autres compatriotes congolais qui t'accompagnent, par exemple dans la conception, comme les architectes, ou bien tu l'as fait tout seul? C'est un projet que j'ai fait plus avec la coopération avec mes profs à l'université. Et donc, c'était un projet qui a plus demandé une intervention ou encore une implication très personnelle en termes de conception et de tout ce qu'il est aujourd'hui. Et bien sûr, vous comprenez que c'est trop immense pour que je sois le seul qui puisse me rassurer à ce qu'il soit réalisé tel qu'il est. Donc, ce projet-là, tu l'as pondu déjà à l'université sous l'encadrement de tes professeurs? Tout à fait. Et lorsque tu leur as montré cette maquette-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, à vous dire, ouais, ça pouvait être une fierté de voir que c'est un étranger qui vient chez nous et qui apprend pour pratiquement ramener cette connaissance au pays. C'était une fierté pour eux. Une fierté. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire à d'autres Congolais qui sont dans ta situation? Je crois qu'il faudra savoir si... Vous savez, je ne suis pas philosophe, mais j'aime toujours une phrase d'un philosophe qui disait « Il faut se connaître soi-même, connais-toi toi-même ». Et je crois qu'en tant que Congolais, nous devons nous connaître, savoir ce que nous sommes. Nous pouvons nous nationaliser, changer de nationalité, mais à l'origine, nous savons d'où nous venons et où nous sommes nés. Et ces gens, où nous vivons, ces gens savent l'importance de pouvoir mettre leur pays à l'avant. Ils savent contribuer à leur pays. Et c'est ça que nous devons faire aussi. Quel que soit où que nous soyons, quoi que nous fassions, avoir une idée pour le pays, essayer de pouvoir être plus pratique pour le pays, pas seulement théorique. Je crois que c'est de ça que le Congo a besoin. Et c'est un message que tout le monde devrait porter à cœur. Une question plus personnelle. Selon toi, si on te proposait de travailler en Europe ou en RDC, où préférerais-tu travailler? Je répondrai dans quelques mots. L'Europe, l'Europe, il y a de l'argent. En termes de rendement, s'il y a un très bon travail, il y a beaucoup d'argent. Au pays, il y a de l'argent aussi. Et s'il y a un bon travail, il y a aussi de l'argent. Mais maintenant, le choix est simple. Devrais-je faire un travail juste parce que la réalité fait que je sois là ou juste parce que je suis passionné? Je crois qu'on prend la direction de la passion. Et je suis passionné de mon pays. Donc, c'est clair, je rentre au pays. Je travaille au pays. Ce sera... Joël, un dernier mot pour mettre fin à ce programme. Je sais que tu es vraiment pris dans le cadre de travail, recherche, mais avec ton agenda, lorsque tu es disponible, nous sommes là pour te accueillir dans nos différents programmes télévisés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je vous remercie.
Et je dois aussi dire en quelques mots que je suis sincèrement reconnaissant pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Parce que je sais que en fait, on peut faire beaucoup, mais quand ce n'est pas vu des hommes, ça ne sert à rien. Et c'est quand c'est vu des hommes, c'est quand on en parle que ça fait quelque chose. Et si ce projet n'aboutissait pas, quelqu'un pourra le faire aboutir quelque part. Peut-être même la génération qui suivra, qui sait. Donc, le fait qu'il y ait des archives, le fait que ce soit public, c'est important. Et c'est pour ça que ma reconnaissance va directement à vous personnellement et à toute l'équipe derrière. Merci beaucoup, Joël. Un grand merci. Je vous en remercie aussi. Très chers téléspectateurs, vous nous avez reçus ce mercredi partout. Vous nous avez suivis sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, à 20h juste sur Kin 24. Resuivez la rediffusion sur Kin 24 le vendredi à 13h30. Et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes internet liées à notre émission Genre et Volontariat, notamment sur la page de Joël, sur notre page et les différentes plateformes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte Covid-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela.